Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs, ce 42e épisode. Kevin et Sébastien également, bonjour messieurs. Bonjour les gars. Salut les gars, ça fait un petit moment. Oui, parce que là, c'est quoi? C'est parce que c'est le moment préféré de Kevin, c'est la rentrée. Oui, parce qu'on retourne à l'école. Bon, j'espère que vous avez passé un bel été, messieurs, ainsi que nos auditeurs fidèles. Merci beaucoup. On a vu que vous étiez nombreux à nous écouter. Et comme vous avez pu le voir, on s'est fait aussi une petite pause cet été. C'est vrai qu'entre les tournois de Seb et nous, les vacances, cela a été un peu compliqué de trouver des dates. Donc, du coup, nous avons tout simplement décidé de faire une rediffusion de deux épisodes qui, pour nous, paraissaient les plus importants. Et j'espère que vous avez pris plaisir à les réécouter parce que peut-être que si ces rediffusions n'étaient pas présentes, peut-être que vous ne l'auriez pas réécouté. En tout cas, j'espère que tout ça c'est nous bien. ont semblé intéressants en tout cas pour une période de compétition dans laquelle tout le monde a été cet été, même encore à la rentrée, pour essayer de appliquer ou réappliquer, si vous l'aviez déjà écouté, des nouvelles choses pour performer encore un peu plus. J'ai essayé de négocier avec mes amis pour mettre des trucs sur le putting, mais ils m'ont dit que ça ne servait à rien encore. Donc autant vous dire que c'est pour ça que... Voilà, on n'en dira pas plus. Tu l'as dit, c'est de la chance le putting. Oui, exactement, c'est vrai. Ma profession est dégradée, vous êtes vraiment vilain. Alors, avant de commencer ce nouvel épisode sur la Ryder Cup qui va avoir lieu dans pas longtemps, qui va être bien évidemment la manifestation sportive la plus regardée, je pense, dans le golf, la plus intéressante. Je crois qu'elle est dans le top 3 même du monde entier. Ouais. Alors après, quand tu regardes tous les classements, tu vois que tout apparaît dans le top 5. Ouais, en fait, en fonction des classements, t'en as qui te disent que c'est la Coupe du Monde de foot, d'autres la Ligue des Champions, d'autres... le Super Bowl, moi je pensais que c'était le Super Bowl. Le Super Bowl, il y a la finale du 100 mètres aussi sur les Jeux Olympiques. Enfin, en plus, vu que ça se fait sur 3 jours, la Ryder Cup, c'est qu'ils additionnent. Ah, ouais. Tu vois, donc c'est quand t'additionnes, je crois, ça fait partie des 5 plus gros événements, mais quand tu prends que jour par jour, en auditeur unique ou en visionneur unique, tu vois, je crois que c'est là où c'est plus le truc. Donc on fait toujours parler les chiffres comme on veut, je crois. Bon, de toute façon, c'est un gros événement. Ça sera toujours en tout cas, c'est l'événement le plus regardé dans le monde du golf, ça c'est sûr. Ça sera plus regardé que les championnats du monde de bobsleigh ou des trucs comme ça. Donc voilà, on est au-dessus de ça. On peut. Méfie-toi, en Jamaïque, le bobsleigh a pris beaucoup depuis Rasta Rocket. Bon, avant de commencer cet épisode, on va remercier l'ensemble de nos partenaires en espérant également qu'ils ont passé un bel été. Kevin. Un grand merci à Wally Clubmaker, un grand merci pour tout le travail qu'il effectue pour nous, pour que les tontons se développent, tous les montages vidéo que vous pouvez voir sur les réseaux. Donc un grand merci à eux. Un grand merci à Golf Planet aussi, média 100% digital, 100% gratuit. Vous pouvez télécharger l'application pour avoir toutes les nouveautés, toutes les nouvelles dans le monde du golf et bien évidemment aussi les nouveautés matérielles. Et bien évidemment aussi toutes les différentes informations du golf français, du golf européen, mondial et toutes les infos aussi sur la Ryder Cup. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter que vous recevrez aussi tous les lundis gratuitement. Et un grand merci à Callaway, également présent depuis le début de cette aventure. Retrouvez l'intégralité de leurs nouveautés sorties en début d'année et même récemment quelques jolis sandwichs. Allez directement sur le site internet et bien évidemment, allez les acheter très rapidement dans vos Pro Shop favoris. C'est parti, messieurs. Partons sur l'origine de la Ryder Cup. Ouais, déjà, Team Europe ou Team USA? Mais non, ça c'est pas déjà, il n'y a pas de débat. Nous, on a dit Paris. Team Paris ou Team Marseille? C'est la même chose au bout d'un moment, on va pas se mentir. Qu'est-ce que la Ryder Cup? Une biennale, c'est une biennale, c'est joli comme mot. Donc tous les 2 ans, les États-Unis qui s'opposent à l'Europe. Ça n'a pas toujours été le cas, nous allons y revenir, mais tout ça depuis 1927. Ça c'est le petit côté histoire de comment ça a commencé. Donc Samuel Ryder, de souvenir, le prénom? Oui, exactement. Exactement, donc avec cette très jolie coupe qui fait un peu rêver tous les golfeurs du monde. C'est en 1973 ou 12 dans ces eaux-là, Antoine? Oui, alors on va en parler effectivement. C'est-à-dire parce qu'à la base, en fait, c'était États-Unis contre la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne seule. Ouais. Ça a été élargi en 72 ou 73. En 73 avec l'Irlande. En 73 avec l'Irlande, donc les British Isles, donc les îles britanniques dans leur globalité, pour qu'ensuite ça passe en 79 à Europe contre États-Unis sur le format qu'on connaît aujourd'hui.
Je pense que les Européens, entre guillemets, ou du moins les Irlandais et du coup les Anglais se prenaient tellement des branlées qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, va falloir qu'on élargisse un petit peu parce que bon... Alors, ça a été un mix entre ça et... parce que ça a été un mix entre ça et aussi qu'il commençait à y avoir des très très gros joueurs européens qui Très du coup, ne prenaient pas part à la compétition. Et qu'il fallait trouver un moyen, en fait. Mais bon, si déjà les îles britanniques avaient mis des branlées aux Américains toutes ces années-là, ils auraient peut-être pas ouvert. Ouais. Est-ce qu'il y a une compétition qui est toujours comme la Ryder avant l'Europe ? J'ai pas compris la question. Donc, je peux répéter la question. Il y a une compétition dans le monde encore qui existe, là où c'est les États-Unis contre les îles britanniques. Quelle est-elle ? C'est... En dehors du golf, tu veux dire une compétition? Non, golf. Golf? Ouais. The Cup of the... Non, les gars, on était amateurs, la Walker Cup. En amateur, ouais. Walker Cup. Ouais, c'était amateur. Ouais. J'ai dit dans le golf, j'ai pas dit dans le golf professionnel. Ouais, bon, voilà. Il commence, c'est la rentrée, il essaie de nous faire des petits pièges. C'est pièges. La rentrée, Question interro-surprise. Amateur. Et ouais, Walker Cup, là où c'est encore dans le format presque un peu originel de la Ryder. Hein. Ou d'ailleurs, il y a pas mal de personnes de joueurs qui sont sélectionnés qui ont joué ces Walker Cup. Ouais, Walker Cup et Junior Ryder Cup, c'est quand même des gros fournisseurs, des futures équipes. On voit que les grandes stars, elles sont rarement sorties de complètement nulle part. Elles étaient déjà très très fortes chez les jeunes. C'est ça. Et c'est vrai que la Ryder Cup, comme tu dis, a été officialisée en 1927, mais officieusement, il y avait déjà eu 2 rencontres qui étaient en 1921 et en 1926, qui étaient du coup on va dire une rencontre non officielle, qui a abouti ensuite à créer cette grande compétition professionnelle à partir de 1927. Et on verra effectivement qu'elle a connu plusieurs tournants parce que, comme tu disais, il y a eu l'Irlande qui s'est mêlée et ensuite les Européens. Mais on va également parler du format qui avait aussi beaucoup évolué. Parce que cette Ryder Cup, au début, était uniquement avec 12 matchs, avec 4 foursomes et 8 simples. Ça, c'était avant 79. Et après, il y a eu effectivement toute la médiatisation qui est arrivée avec 2 grands noms. Et à partir de 1979, on est passé sur 3 jours de tournoi. On était sur 2 jours. Et c'est là, du coup, on a eu une combinaison avec des foursomes, des 4 balles et des simples pour augmenter le nombre de matchs. Et on est passé à 28 matchs, donc 28 points qui étaient du coup distribués au lieu de 12. Donc là, maintenant, il faut marquer 14 points et demi pour remporter pour être sûr de la gagner. Et s'il y a 14-14 ? C'est le vainqueur de l'édition précédente qui garde la coupe. Ouais, déjà ça je trouve ça discutable, moi. C'est déjà arrivé d'ailleurs ? Bonne question, j'ai plus le palmarès en tête. Moi, j'ai le souvenir d'un Européen qui aurait donné un putt crucial pour justement faire égalité. Est-ce que ce serait pas Nicklaus qui aurait donné ce putt à Bernard Langer pour que ça fasse égalité et que l'Amérique garde la Ryder Cup, mais c'était au moins pour que Langer ne perde pas le match. Oui, c'est exactement cette histoire-là. Je ne sais plus en quelle année c'est. Je suis incapable de reciter les noms. Mais oui, c'est exactement cette histoire. C'est effectivement ça. Donc 28 matchs, 2 jours de double avec foursomme et 4 balles, sachant que c'est forcément des foursommes et des 4 balles par jour. Et après, c'est à l'équipe qui reçoit, qui décide dans quel ordre ça se joue. Donc ça, c'est un petit peu le topo, on va dire. Donc 14-14, on est tout bon sur les matchs nuls. Et cette année, du coup, on joue aux États-Unis, à Bethpage Black. C'est la première fois que la Ryder Cup va se tenir là-bas. Donc c'est dans l'état de New York, me semble-t-il. Oui, exactement. Gros parcours. Très très gros parcours qui a accueilli l'US Open 2002, là où Tiger avait gagné en étant le seul à finir en dessous du par. C'est en 2009 aussi qu'ils ont accueilli l'US Open. C'était Lucas Glover qui avait gagné. Et 2019, par contre, l'US PGA, donc différent. Et c'était Koepka qui avait gagné son 2e US PGA là-bas. La particularité quand même de Bethpage, c'est que c'est un parcours absolument bestial quand il est préparé pour des US Open ou des US PGA. Là, il semblerait que le rough soit pas très haut. Donc, ça serait plutôt un espèce de paradis pour les mecs qui frappent fort, pour avantager les Américains.
Mais la particularité de Bethpage, c'est que c'est un parcours qui est très très accessible. Je crois que c'est très accessible dans le sens, il n'y a pas besoin d'être membre, il n'y a pas besoin d'être invité. C'est vraiment le parcours public par excellence, même si c'est un parcours d'une extrême qualité et d'une extrême difficulté. Et c'est pas d'ailleurs une chose qu'ils essayent de garder sur les... Alors je sais plus si c'est les USPGA ou les US Open, justement, que ça se joué sur des parcours publics pour justement des parcours qui peuvent être joués tout le long de l'année. Je sais pas du tout, parce que je crois que Winch Foot, c'est très privé. Et ça, c'était US Open ou USPGA? Ça, c'était un US Open et un USPGA. Il faudrait qu'on se rappelle des parcours du USPGA. Je t'avouerai que bon, je crache pas dessus, mais c'est pas le majeur qui me fait le plus rêver, donc j'oublie un peu le nom des parcours en tout cas. Ouais, c'est celui que je regarde le moins aussi. Alors, c'est un parcours qui est effectivement très compliqué, mais moi je trouve que de plus en plus, les parcours de Ryder Cup sont rendus assez simples pour qu'il y ait un petit peu de show, parce que le but effectivement c'est on a envie de voir un match, par exemple un simple qui peut se gagner en -5, -6, -7, c'est pas très intéressant de voir un simple qui va se gagner -1 dans le par, je trouve, hein. Ce que les gens aiment bien, c'est quand même voir du birdie. C'est vrai que lorsqu'on prépare un parcours du US Open, on essaye de le rendre extrêmement difficile, ça devrait être l'un des parcours les plus durs de l'année. On voit d'ailleurs que c'est extrêmement rare de voir des scores qui descendent en dessous de -10. Moi je trouve que c'est intéressant quand même de laisser des parcours qui sont assez, je trouve, ouverts et assez scorables pour permettre d'avoir un petit peu de show. Surtout que il y a que 24 joueurs en plus au maximum sur le parcours. Donc tu vas pas avoir un tournoi là où le 35e il est à -16. Enfin c'est ça qui est ennuyant, je trouve, quand tu regardes du golf. C'est quand il y a tout le monde qui score très bas. Alors que là, bon, bah, si t'as peu de joueurs, autant que le parcours il soit un minimum accessible pour qu'il puisse y avoir des vrais coups de ouf. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ce que je trouve qui est intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, c'était que effectivement, quand c'est accueilli en Europe ou quand c'est aux États-Unis, ils essayent quand même de privilégier les points forts historiques des circuits. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, sur le circuit américain, ils ont plus l'habitude de jouer des parcours où il faut taper fort, avec des roughs qui peuvent être pénalisants, mais quand tu tapes fort, bah, un peu moins parce que tu as des petits clubs, des greens très rapides. Et donc, c'est vrai qu'ils privilégient le setup du parcours. Nous, on l'avait vu par exemple quand ils ont fait la Ryder Cup au Golf National, que je crois que les greens étaient exprès pas au plus rapide. Était relativement lent, entre guillemets, enfin plus lent que pendant un Open de France par exemple. Ouais, pour ça. Après, c'est ce qui, je trouve, rend presque le truc un poil dommage que l'équipe qui reçoit ait autant l'avantage. Ça devrait presque être une entreprise indépendante, tu vois, qui devrait s'occuper du setup, parce que en préparant cet épisode, j'ai vu la stat que sur les 13 dernières éditions, il y a 11 fois là où c'est l'équipe qui était à domicile qui a gagné. Il n'y a que 2004 et 2012. Donc 2012, l'Europe à Medina, et 2004, c'était l'Europe aussi, mais je ne sais plus où. Mais sur les 13 dernières éditions, c'est 11 fois ceux qui recevaient la Ryder qui ont gagné. Tu vois, quand c'était à... La dernière qu'il y a eu aux États-Unis, ils ont mis une dérouillée à l'Europe. Ensuite, l'année d'après... Enfin, l'année d'avant, au Natio, c'était l'Europe qui avait mis une dérouillée aux États-Unis. Enfin, je trouve que ça n'a pas trop de sens, en fait. Bah, vous prenez une dérouillée à la maison. Enfin, tu mets une dérouillée à la maison. Ensuite, elle revient. Hop, on vous met une dérouillée. Ensuite, tu retournes à l'extérieur. Tu reprends une dérouillée. Enfin, je trouve ça un peu dommage. C'est sympa que ça aille gagner pour le chambré, pour le public. Je trouve que c'est un peu sympa aussi de gagner à l'extérieur. Alors, je ne dis pas une bêtise, hein. Je prends par exemple le milieu du foot. Est-ce que par exemple, dans le milieu du foot, quand une équipe est reçue à domicile, est-ce que le terrain peut être modifié ou adapté en fonction des préférences de l'équipe, tu vois ? Ouais, la pelouse, pelouse, tu peux l'arroser plus ou moins. Tu peux décider de l'arroser plus ou moins selon le style de jeu que tu vas recevoir, selon toi, ton style de jeu, pour que les ballons fusent ou pas. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a ça, donc ça paraîtrait un peu logique aussi de pouvoir décider, quand les Européens font la Ryder Cup en Europe, qu'ils ont envie de mettre un setup qui est dans leur avantage, comme quand par exemple Paris reçoit Marseille sur son match, tu vois, d'avoir
un terrain qui est plus adapté pour les Parisiens que les Marseillais. Bon, je peux parler de ça, je peux parler de la Champions League aussi, quoi. Mais je trouve ça intéressant de le jouer comme ça. Voilà. Ouais, donc là, en tout cas, déjà, il va y avoir le public américain qui risque d'être poussé, on va dire, le chauvinisme va être poussé à son paroxysme, vu que c'est un peu le temple du golf populaire, Bethpage. C'est une expression que j'ai vue sur Internet en anglais. Donc, ça risque d'être très chaud, peut-être même borderline, si je peux me permettre l'anglicisme. Mais ça risque d'être, comme d'habitude, Enfin, moi qui suis par exemple pas très consommateur de golf à la télé, s'il y a bien 2 événements que je regarde tout le temps, c'est le Masters et la Ryder. C'est les 2 trucs qui te donnent envie d'allumer la télé pour regarder, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, mais c'est des événements extraordinaires. Et puis en plus de ça, toi, on y était allé ensemble, je crois, à celle au Golf National. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est vrai que, honnêtement, suivre... C'est compliqué, il y a tellement de monde. Mais par contre, l'ambiance, moi, c'est le seul truc qui m'a fait rester comparé à regarder à la télé où je trouve qu'on voit plutôt mieux la Ryder Cup à la télé. Mais c'est l'ambiance, le silence au départ du 1 que tu entends. Et en plus, dans l'arène du Golf National où il y a le 1 et le 2, et tu n'entends plus un bruit, c'est plein. Les chants, quand ça commence à monter en pression le dernier jour avec les simples, quand il y a la victoire qui arrive, là, on était au green du 14. Du par 5, il y avait en gros des champs qui s'opposaient de partie droite du green, partie gauche du green, enfin des frissons quand je regarde encore les vidéos. Enfin, honnêtement, c'était vraiment une ambiance que tu vois nulle part, même pas sur n'importe quel tournoi de golf. Majeur ou pas majeur, tu ne vois pas une ambiance comme ça parce que là il y a une ambiance festive. Faut dire qu'ils boivent pas que de l'eau les spectateurs, mais c'est vraiment une ambiance extraordinaire. C'est genre c'est à bâbord qu'on gueule le plus fort, c'est ça? Ouais. ouais, c'est exactement ce genre de chant. Et non, c'est incroyable. Et puis le côté aussi organisation autour de ça, toute la partie goodies, enfin la partie vente, enfin t'as un pro shop, c'est merchandising. Non mais c'est extraordinaire. Voilà, tu as toutes les marques qui ont sorti leur modèle rider, même ceux qui sont pas forcément les tenues officielles des joueurs pour ce tournoi. Et là, tu peux acheter tout et n'importe quoi. Je ne sais pas les chiffres qu'ils doivent faire cette semaine-là. Ouais, la casquette à $60, le polo à 250, au bout d'un moment, oui, hein, tu peux tout acheter, mais tu ressors, plus rien. Et souvent, malheureusement, je tiens à le dire, je trouve que les tenues USA sont plus sympathiques. Et alors, c'est compliqué de les porter quand tu es européen. Mais c'est vrai que niveau vestimentaire, j'ai toujours eu une petite préférence sur la team USA. Ouais, ça dépend, hein, parce que tu prends celle d'à l'ancienne, c'était pas terrible. Hein. Tu regardes Brooklyn 99, même pour faire tes vides, t'en veux pas du polo. Hein. Messieurs, si on parlait un peu de l'équipe de cette année. Non, mais attends, déjà, c'est quoi les scores là? On en est où entre l'Europe et USA? Qui est en tête de combien? Attention, parce que Sébastien et Kevin, vous le savez sans le savoir, mais je vous réserve un petit quiz à la fin. Ça, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est au 21e siècle, il y a 8-3 pour l'Europe. 8-3 pour l'Europe sur le 21e siècle. Ok. Voilà, de toute façon, j'aurais été incapable de donner. Je ne sais même pas combien il y a eu d'éditions réellement, il faudrait compter déjà. Mais il y a eu une pause pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Ouais. Donc allons dans les équipes et on se fera coller dans le quiz d'Antoine. On dirait qu'il y a un petit quiz qui arrive à la fin. Exactement. Nous verrons donc bien. On fera des petits paris. Les capitaines, je trouve, ont pris une autre dimension ces 10 dernières années. J'ai pas le souvenir quand on était plus jeune qu'on parlait autant des capitaines de Ryder Cup, alors que maintenant ça a l'air d'être vraiment devenu quelque chose qui est très prestigieux pour la personne, mais d'être une vraie mission et qui a un vrai côté meneur d'hommes, peut-être qu'il y avait moins avant. Donc on a presque l'impression que c'est, Europe contre États-Unis, mais ensuite que c'est Luke Donald contre Keegan Bradley. Encore plus vu que Luke Donald a magnifiquement joué son rôle à Rome il y a 2 ans. Et Keegan Bradley, avec tout ce qu'on va pouvoir dire justement maintenant sur Keegan Bradley,
qu'on a presque l'impression de temps en temps que c'est le continent et le capitaine l'un contre l'autre. Ouais, mais je trouve que je suis d'accord avec toi que en tout cas, le rôle du capitaine est devenu beaucoup plus public. Voilà, public, ouais. Et peut-être qu'en interne, c'était déjà un travail qui était effectué, mais là, en tout cas, c'est beaucoup plus public. Son rôle est vraiment bien défini et expliqué. Et en plus, avec maintenant les réseaux sociaux, les différents médias et tout, tu vois vraiment ce qu'il fait, les tournois, les parties qui s'organisent quand il joue des tournois, parce que c'est deux très bons joueurs, on en reparlera après, mais ils vont jouer avec des potentiels joueurs pour voir comment ils sont, etc. Après, je suis un petit peu con, pardon l'expression, mais même si je sais que tu le penses, mais non, ça change. En fait, je pense que tout a beaucoup changé à partir du moment là où c'est Severiano qui a eu le capitanat à Valderrama en 97. Et Severiano Ballesteros, c'est un tel personnage pour l'Europe. Et a gagné cette Ryder Cup en plus à Valderrama, la première qui était en dehors des îles britanniques. Et peut-être que c'est à partir de ce moment-là, en fait, que le capitanat, il a vraiment pris une autre dimension. Peut-être avec un joueur charismatique qui est devenu capitaine et du coup, ça a montré un rôle encore plus important. C'est possible. En soi, c'était, je pense, d'avoir Ballesteros en capitaine, ça devait être quelque chose, vu le personnage que c'était et le joueur que c'était. Et après, il y a eu quand même des beaux capitaines et surtout, on en parle pas beaucoup, mais on en parle quand même, des co-capitaines, je trouve aussi, qui ont été mis vachement plus en avant ces dernières années aussi. Vice-capitaine. Vice-capitaine, ouais. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une vraie team complète, avec tout un staff, avec toute une organisation. Et ouais, c'est une aventure qui se prépare. Ouais, c'est pendant un an. C'est un an avant qu'ils sont à peu près... Luke Donald, il a quasiment été reconduit tout de suite, donc ça a quasiment fait 2 ans. Et personnellement, je me souviens avoir joué avec Bjorn, peut-être au moins un an avant la Ryder Cup, quand il était déjà capitaine pour Paris 2018. Ouais, ça devait être mi-2017. Et il était déjà, ça faisait déjà un moment qu'on savait que c'était lui le capitaine. Tiens, est-ce que c'est la première fois qu'un capitaine est reconduit l'année d'après sur... J'ai plus ça devant moi, mais je suis sûr que c'est déjà arrivé dans des équipes américaines avant les années 80. Ouais, parce que ça me dit rien de nos temps. J'ai un souvenir, je crois, de Tom Watson qui en a fait 2 d'affilée en tant que capitaine. Peut-être que je dis des bêtises, mais vu qu'on enregistre, j'ai pas internet avec moi, donc c'est de souvenirs. Mais je suis quasiment sûr qu'il y a au moins Tom Watson qui a fait 2 capitanats. Est-ce que c'est d'affilée, je sais plus. Moi, j'ai été surpris en tout cas. Je m'attendais, enfin pour moi en fait c'était un truc que tu faisais une fois, j'avais pas intégré que c'était un truc qui pouvait être reconduit. Ouais, mais ça a l'air d'être un peu ce côté justement, le capitaine devient tellement important que si ça a extrêmement bien fonctionné, on le garde. Tant mieux. Donc parlons un peu de cette équipe menée par Luke Donald. On va citer déjà les 6 joueurs qui étaient... Quand même un truc très drôle, c'est que c'est les mêmes empreintes digitales que la dernière fois. Ouais. C'est les 24 mêmes empreintes digitales. C'est juste qu'on a changé un jumeau pour un autre. C'est quand même extrême. C'est vrai que ça a été assez dingue. Physiquement, c'est la même équipe. ouais, c'est extraordinaire. Ça. Première fois, donc historique. Plusieurs choses historiques. Donc avec un McIlroy, McIntyre, Fleetwood, Rose, Højgaard, Hatton, Lowry, Rahm, Straka, Aberg, Hovland et Matt Fitzpatrick. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe, les gars ? Déjà, expliquer comment ils sont sélectionnés. Il y en a 6 qui sont sélectionnés, donc les mathématiques par les points, donc les 6 premiers que tu as cités, et les 6 autres qui sont choisis par le capitaine. Donc les 6 derniers qui ont été choisis derrière. Donc effectivement, on a Højgaard, un mélange des deux. On a que Rasmus qui a pris la place de son frère jumeau, quoi. Exactement. Ouais. Nicolai. C'est difficile de toute façon de. Moi, je trouve ça toujours très compliqué de parler des mathématiques. Les mathématiques, ils ont prouvé, c'est les seuls selon moi qui ont prouvé qu'ils avaient leur place à chaque fois. C'est-à-dire quand il y en a qui disent ouais mais lui il méritait. Pour moi, les 6 qui méritent, c'est les 6 qui se sont qualifiés, qui ont eu besoin de personne, qui ont tout fait comme des grands avec leur club. Je trouve que c'est difficile de parler des mathématiques dans une équipe comme dans l'autre. Et après, il n'y a plus que 6 mecs à prendre.
on parle de 12, pour nous Européens, on parle de 12 mecs à prendre sur un continent. Quand c'est déjà la sélection de l'équipe de France de foot, il faut prendre 25 joueurs. Il y a toujours des mecs mis sur le côté là où on se dit ouais mais lui il avait sa place, lui il avait sa place, lui il avait sa place pour un pays seulement. Là on parle de 12 personnes seulement pour un continent. C'est évident que le numéro 13, 14, 15, 16 de la liste, bah en soi on pourrait dire ouais ils avaient quand même leur place. C'est des très 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 bons joueurs de golf. Après j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé de Matt Fitzpatrick, potentiellement Shane Lowry, mais on parle de mecs qui ont gagné des majeurs, c'est difficile de les foutre dehors. Et puis il y a des doubles aussi. Tu vois, Shane Lowry, c'est un mec qui joue bien avec Rory. Ils ont encore prouvé qu'ils savaient jouer très bien encore en double et qu'ils se complétaient bien sur le tournoi qu'ils jouent en double là aux États-Unis. Il y a des affinités. Mais Jon Rahm, ok, il joue le live. Mais Jon Rahm, c'est un des 5 meilleurs joueurs du monde, quoi qu'il arrive, en fait. Tu peux pas ne te passer de Jon Rahm. Straka, il y en a qui disent ouais mais Straka il a gagné 2 fois sur le PGA Tour cette année quand même. ouais non c'est mais moi je trouve honnêtement que la team elle est top hein. Honnêtement moi ce que je trouve de dommage c'est presque d'un point de vue politique le message que t'envoies je trouve ça presque dommage que comme quelqu'un comme Marco Penge c'est c'est vraiment une étoile filante vers le haut, une étoile montante de ton circuit, le DP World Tour. Et tu te retrouves là avec une équipe de 12 joueurs. Il n'y en a aucun qui joue ton circuit à plein temps. Ouais. Et ça, je trouve ça dommage en termes de pub. C'est qu'on a 12 joueurs qui jouent soit le PGA Tour à plein temps, soit le Live, et quelques petits tournois à droite à gauche du Tour européen. Enfin, petits dans le sens le nombre qui joue, pas petit par le truc. Alors qu'au moins, Marco Penge, il a joué que le Tour européen cette année. Il est très probable que l'an prochain, il joue le PGA Tour. Il a un style de jeu qui va parfaitement avec essayer de battre des Américains parce qu'il frappe extrêmement fort. Ça, je trouve ça dommage sur une année là où potentiellement, peut-être que Matt Fitzpatrick, on peut le sortir parce qu'il a des records en Ryder Cup qui sont pas terribles, parce qu'il a peut-être un peu moins bien joué, même si sur les 3-4 dernières semaines, il a très bien joué. Ça, je trouve que Marco Penge, ça valait quand même peut-être le coup de le tenter. C'était un peu comme Ludwig Alberg pour la dernière édition. C'était un peu on va dire le 12e homme sur lequel on se dit on récompense quelque chose, on récompense les dernières semaines et on tente quelque chose. Ouais, c'est pour ça que Ludwig Alberg, il était pas numéro 12 de l'équipe l'an dernier. Enfin, il y a 2 ans. Je pense qu'il y a eu quand même un gros coup de poker avec lui, hein, parce que bon, on savait que c'était une machine. On attendait effectivement de lui beaucoup et on savait qu'il avait de fortes chances d'être pris dans l'équipe s'il gagnait le dernier tournoi sélectif qui était l'Omega Masters, et il le gagne à ce moment-là. Donc tu vois, il y avait, je pense qu'il y a une petite prise de risque en même temps et quelque chose aussi d'assez historique aussi. C'est assez historique. Il avait fait deuxième. Non, c'est après qu'il a fait 2e du Masters. Il avait encore jamais joué un majeur. Ouais, et pas joué un majeur. Non, au niveau terme d'expérience. Après, faut pas oublier qu'un gars comme ça a joué à un niveau mondial amateur qui est quasi, professionnel. Ce qui était hyper intéressant, c'est que ce Ludwig Åberg, j'en avais jamais entendu parler avant février donc de l'année de Ryder Cup il y a 2 ans. Dans un des podcasts d'Américains que j'écoute, et il y en a un qui a tout de suite dit, les gars, le numéro 1 mondial amateur, il sera dans l'équipe d'Europe, et il sera pas du tout le last pick, quoi. Et puis tout le monde lui disait, mais mec, il est amateur 6 mois avant la Ryder Cup, comment tu veux qu'il soit comment tu veux qu'il soit? Il a dit, mais les gars, c'est sûr, c'est que ça sera même pas le 10e ou le 11e ou le 12e homme, ça sera un lock, c'est sûr qu'il sera dedans. Et au fur et à mesure qu'il est, il est passé pro un peu après, pim pam poum, il a gagné sur le PGA Tour. Il est venu jouer en Europe, il avait failli gagner en République tchèque. Et soi-disant, comme tu dis Antoine, vis-à-vis de Cran quand il a gagné, c'est que c'était presque un peu Donald qui lui disait « Bon, bah écoute, moi j'ai quand même très 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 envie de te prendre, mais pour que tu mettes tout le monde d'accord, il faudrait que tu gagnes. » Le mec gagne. Et ensuite, et puis c'est tout ce qu'il a fait après. En plus, il a fait une Ryder Cup extraordinaire. Il s'est bien fait porter, je pense, par Victor Hovland sur le premier match. Ouais. Mais c'est le souvenir, hein, il jouait contre Scotty, il avait mis genre 7 birdies aux 4 balles le matin ou un truc comme ça avec Hovland.
Je sais plus ça. J'ai plus exactement les chiffres, mais je sais qu'il est fait de souvenir qu'il avait fait vraiment une super Ryder Cup. Tu vois, j'aurais bien voulu savoir si cette année, par exemple, Matt Wallace, il avait gagné à Cran, si jamais il avait une chance d'être pris, parce qu'on l'a vu hyper émotif quand même le dernier tour lorsqu'il y a eu l'interview. On sait qu'il était pas loin, il avait été appelé par Luke Donald, donc du coup, je pense qu'il y aurait eu quelque chose. Je suis bien content qu'il soit pas dans l'équipe. Mais tu vois, mais Matt Wallace, il est passé très proche aussi pour Paris parce que il avait gagné 3 fois sur le Tour européen cette année-là quand même, 3 ou 4 fois même. Mais est-ce que devant Matt Wallace, il n'y a pas Harry Hall qui est beaucoup moins médiatique, mais qui lui était par exemple qualifié au Tour Championship quand Matt Wallace l'était pas. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, à partir du moment là où tu n'as que 12 mecs pour un continent, c'est qu'en termes de niveau de jeu, le 13e, 14e, 15e, 16e, t'as bien envie de les mettre aussi en fait. Ouais, et je pense que honnêtement, le côté humain et le côté complémentaire que peuvent apporter les joueurs qui sont pris en wildcard est hyper important en fait. Je pense qu'il y a entre le 13, 14, 15, 16, 17, 18, on va dire. Je pense qu'il y a vraiment cette case de est-ce que cette personne-là en équipe et va apporter quelque chose à l'équipe humainement. Et je pense que c'est la force d'un capitaine justement de connaître tous les joueurs et de savoir qui va être un très bon joueur mais risque de poser problème ou je peux le mettre avec personne en double parce qu'il s'entend avec personne. Enfin voilà, donc je pense qu'il y a aussi des personnalités qui peuvent venir jouer et je connais pas personnellement Matt Fitzpatrick mais peut-être que c'est quelqu'un dans une Ryder Cup qui apporte de la bonne humeur, du soutien, qu'en double un jeu qui est rassurant. Voilà, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est pas avec Fleetwood qui jouait ces dernières années. Je sais plus, mais en tout cas, je pense que effectivement, il y a un choix qui est fait pas que sur le niveau de jeu. Mais je pense par exemple à Ian Poulter. Moi, je me souviens de la Ryder Cup qu'il a fait en France. Il me semble qu'il était même peut-être pas, tu vois, le 13, 14, 15, 16 ou 17e joueur, mais on sait ce qu'il apporte en équipe, on sait l'émulation et l'excitation, la nouvelle personne qui devient lorsqu'il est en équipe. Et il avait été pris à Paris, hein, mais de mémoire, il faisait pas partie non plus des meilleurs. Il devait être quand même. Il y en a peut-être d'autres qui méritaient plus sa place sur le plan sportif plutôt que sur le plan humain et de ce qu'il pouvait apporter en termes d'ambiance à la Ryder Cup. C'est sûr, c'est une telle locomotive. Même à 70 ans, il devrait avoir une place dans l'équipe. Mais d'ailleurs, j'ai été très étonné qu'il ne soit pas dans les vice-capitaines. Mais Liv, c'est parce qu'il est parti sur le Liv. Ah oui. Oui, d'ailleurs, parce que je pense qu'il était même possible qu'il soit capitaine en soi. Après Stenson, ça aurait très probablement été lui ou Luke Donald, mais il est parti sur le Liv. Ils ont décidé de faire une croix sur les mecs du Liv. Ouais, parce que c'est vrai que lui, Sergio, c'est des joueurs emblématiques qui auraient totalement leur place. Sergio, c'est l'Européen qui a mis le plus de points, on va dire. C'est peut-être même celui qui a le record États-Unis et Europe cumulé. Bon, tu as répondu à la première question. Bon, c'est bon, on a cité tous les joueurs de la Ryder Cup. C'est la première question du quiz, mais je crois même que c'est 28 points et demi. On verra, Sébastien, on verra. Donc une équipe européenne qui va être canon. Maintenant, effectivement, on est sur le territoire américain. On sait aussi que l'ambiance du public joue un rôle. Hein, il faut savoir, même si bien sûr les Européens ne vont pas être intimidés, ils ont aussi l'expérience par rapport à tout ça. Mais cette équipe européenne, on va en parler également avec Keegan Bradley, surtout américaine, excuse-moi, avec Keegan Bradley. Keegan Bradley qui a fait quand même beaucoup parler parce que il méritait d'être dans l'équipe, clairement. Il faisait partie, je pense, d'entre le 6 et le 12e joueur. Ok. Mais dans les résultats, voilà. Pas sur les 3-4 derniers mois, je pense. Ouais, mais parce que je pense réellement que son rôle de capitaine, comme on le dit, qui a pris vraiment beaucoup de place, faisait qu'il a peut-être été moins pris dans son jeu et dans les résultats, mais pour moi, il a très bien fait de pas c'est très bien qu'il soit pas dans l'équipe. Mais il a fait le choix parfait. Ah oui. Il a fait le choix parfait. Si il gagne, il va dire que limite il s'est sacrifié pour son pays. Et qu'il a pris le rôle que de capitaine, et s'il perd, il va avoir tous les médias qui vont dire si ça se trouve, Keegan aurait dû jouer. Ouais. Donc
il a mais fait il pouvait pas se sûrement faire le jouer. choix le plus safe. Mais Il pouvait pas se faire jouer. Moi, j'ai vraiment eu peur que ça soit un choix qui soit fait parce que je pense que déjà, il y a un rôle de capitaine qui est hyper important pendant le tournoi, qu'il peut pas faire quand il est joueur. Et puis ouais, ça aurait un vrai problème de jouer dans son équipe, quoi. Mais non, c'est très bien en tout cas qu'il soit comme ça. Après, moi, je trouve ça bizarre qu'il soit capitaine alors que la dernière édition, il n'est pas pris à une place près. Qu'il est encore même par rapport à l'esprit d'équipe dont tu parles, sans forcément amener les meilleurs joueurs, t'amènes surtout ceux qui vont faire une équipe. Et ça, quand tu vois un peu le show sur Netflix qu'il y avait eu et compagnie, là où tu vois le truc, tu sens que Zach Johnson, il est un peu plutôt en train de prendre ses copains. Ouais. Et peut-être que Keegan Bradley a l'air peut-être un poil plus marginal, un poil plus un peu dans son coin, un peu spécial et compagnie, et que c'est peut-être un peu ça qui fait qu'ils l'ont pas pris. Ouais, parce que je pense que c'est peut-être, comme tu dis, je pense que ça a l'air d'être quelqu'un qui est peut-être un peu plus dans son coin et qui est moins avec les autres. Donc, mais je trouve ça quand même surprenant de prendre quelqu'un comme lui capitaine alors qu'il est encore dans le coup. Quoi. Ouais, il est encore dans le coup. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Tu vois, Luke Donald, ça faisait un moment que tu savais qu'il se qualifierait pas, quoi. Ni à la dernière édition, ni à celle d'avant. Là, Keegan Bradley, il a 2 doigts de se qualifier. Comme tu dis, normalement, il est dans l'équipe. Et derrière, il devient capitaine et il se fait presque squeezer son année où il aurait pu jouer. Donc cette équipe menée donc avec Scotty Scheffler, Xander Schauffele, Gigi Spawn, Russell Henley, Bryson DeChambeau et Harris English qui ont été les 6 qualifiés mathématiques. Et ensuite derrière les 6 wildcards avec Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay et Sam Burns. Ouais. Donc de côté européen et côté américain, il y a quand même un mathématique qui vient du livre. Donc c'est que les mecs ils se sont bien montrés quand même sur les tournois, sur les peu de tournois sur lesquels ils pouvaient. C'est lequel le mathématique Tyrrell Hatton chez les Européens. Ah oui. Et Bryson DeChambeau donc pour les Américains. Je pensais que c'était le seul. J'avais pas tilté Tyrrell Hatton. Ouais, Bryson, il a tellement bien joué en majeur cette année. T'as pas dit les pics. Si. Pardon. Si, t'as dit les pics aussi, Justin Thomas, Morikawa et compagnie là. Ouais, il les a dit, ça a dû sauter. Bon, on a une équipe quand même sur le papier en termes de classement mondial qui est monstrueuse. J'avais vu passer quand je préparais, je crois que c'est 11,4 la moyenne de l'équipe. Donc ils sont en moyenne 11e mondiaux. Ce qui est quand même, à chaque fois, ils ont tellement de joueurs qui jouent le PGA Tour et du coup qui ont beaucoup de points mondiaux en jeu qu'ils ont des équipes qui sur le papier paraissent extrêmement fortes, mais qui franchement, même si c'est aux États-Unis, même si c'est à Bethpage et qu'ils annoncent beaucoup d'adversité par le public, putain, elle paraît croquable quand même avec l'équipe qu'il y a européenne qui se connaît, qui joue tout le temps ensemble. Moi, encore plus cette année, je ressens quand même une équipe un peu individualiste, tu vois. J'ai l'impression que c'est que des individualités. Avec des fortes personnalités, alors que c'est vrai que je trouvais que ça avait un peu changé avec la période où il y avait Spieth, Ricky Fowler, Justin Thomas, où ils étaient Dustin aussi qui était là, et une équipe un peu plus soudée, où on voyait qu'ils étaient potes en dehors des parcours. Et là, c'est vrai qu'on retrouve une équipe où tu as l'impression qu'on a pioché 12 mecs. On a pris les 12 meilleurs et Flume. Ouais. Et après, c'est vrai que les Américains fonctionnent de toute façon plus de cette façon-là. Donc peut-être que ça peut suffire à gagner. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours eu un peu de mal dans les doubles. Historiquement, les dernières éditions, en tout cas, ça a toujours été compliqué dans les doubles. Sauf sur l'édition c'était à Medina où ils font le retour l'année où Colsart joue. C'est à Medina. Ouais. Où ils font le miracle. Là, c'est ça, le miracle de Medina. C'est 2012, ouais. Où ils gagnent, où les Européens ils gagnent combien de points le dernier 8 ou 8,5, un truc comme ça. Ouais, sur 12 points. Donc là, en l'occurrence, les simples. Mais c'est vrai qu'historiquement, ils étaient toujours très forts sur les simples. Ouais, encore une fois, par contre, on regarde, Scotty Scheffler, pas besoin vraiment de le présenter, qui a gagné 2 majeurs cette année.
Gigi Spawn qui en a mis un. Donc on a quand même quasiment chaque année, et l'année dernière, Schauffele en a mis 2, pendant que Scheffler en a mis un. Donc chaque année, dans l'équipe de Ryder Cup, il y a 1, 2 ou 3 mecs qui sont détenteurs d'un majeur. Donc on est quand même dans l'ultra haute performance. Mais on voit aussi des joueurs qui ont... Alors je vais m'emballer complet, hein, mais qui ont peut-être pas fait autant que ce qu'on espérait d'eux sur le potentiel. Je pense dans les pics à Justin Thomas et Morikawa, là où presque annoncés comme des futurs Tiger, à gagner vite 1 ou 2 majeurs, mais à s'arrêter là en fait, à moins gagner, à être tout le temps là, hein, à être top 15, top 20 mondial. Je suis pas du tout en train de dire que... Morikawa, je suis très étonné. Hein. Je ne pensais pas qu'il avait fait une année qui pouvait justifier qu'il soit là. J'ai peut-être mal suivi, hein, mais je suis très étonné. Bah ouais, et puis moi à l'inverse, tu vois, je trouvais aussi que Justin Thomas, j'avais l'impression de pas trop le voir, et puis en fait quand j'ai un peu plus regardé, quand il faisait partie quasiment des pics pour sûr, et puis tu te dis ah ouais, en fait quand même, mine de rien. Alors c'est juste que c'est des mecs qu'on a vu tellement vite haut, que quand en fait ils font 16e d'un tournoi, on a l'impression qu'ils ont pas joué le tournoi. Ouais, non, c'est vrai. Et là, on est en train de dire que ça se trouve, ils sont en retrait, mais j'ai pas regardé. Si ça se trouve, ils sont 7e et 12e mondiaux. ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais en plus, c'est sûr que c'est le cas. Il l'a pas pris alors qu'il est 90e mondial. Hein, mais c'est vrai qu'on les a pas vus aux avant-postes tant que ça. En fait, t'attends tellement d'eux. Pour parler aussi des mecs qu'il y a dans l'équipe européenne de Ryder Cup, t'attends plus d'un Justin Thomas et d'un Collin Morikawa que d'un McIntyre, malgré tout le golf qu'il a et qu'il éprouve. Et qu'un Matt Fitzpatrick. C'est des noms qui sont encore plus clinquants, selon moi, qui ont montré tellement vite, en fait, que tu as envie de voir encore plus, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, quand même, des noms qui sont moins, on va dire, il y a que le vrai connaisseur de golf, celui qui met vraiment le nez tout le temps dans le golf, qui va se dire « Ah, mais Russell Henley, c'est qui ? Ben Griffin, c'est qui ?» Qui sont des noms beaucoup moins clinquants. Alors que c'est vrai que d'habitude, on a un alignement de stars. Ben Griffin, il y a un truc hallucinant. Il y a 3 ou 4 ans, il faisait un autre métier. Je sais plus ce qu'il faisait. Mais je l'ai pas du tout. Mais Ben Griffin, il faisait un autre métier il y a 3 ou 4 ans. Je dis pas qu'il était chauffeur Uber, mais c'était un truc de ce style. C'était vraiment un truc de ce style. Mais c'est pas un truc où il était videur ou un truc comme ça. C'est pas un... Non, mais je sais plus. Pareil, vu qu'on n'a pas Internet quand on enregistre, j'ai plus. Mais c'est Ben Griffin, en 5 ans, il est passé de 1200e mondial à Ryder Cup. Par contre, toujours le Patrick Cantlay hein, qui est là avec toutes les problématiques de l'année dernière, toutes les polémiques autour de lui. C'est vrai qu'il ne fait pas très sympathique comme garçon. Mais... Est-ce que les Américains, cette année, ne sont pas payés, même s'ils doivent tout reverser à une association ? Par rapport à ce qu'il y avait eu à Rome, justement, comme quoi ils ne voulaient pas porter de casquette parce qu'ils ne touchaient pas d'argent sur la Ryder. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors, je t'avoue que j'avais lu ça où je pensais que c'était même, de façon générale, sur le PGA Tour, une règle où ils étaient obligés d'aider des associations. Mais en tout cas, ça serait bien. Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que ça avait fait vraiment polémique par rapport à son histoire de casquette l'année dernière, où on ne sait toujours pas réellement s'il l'a porté parce que il n'était pas payé ou si c'est parce qu'il ne voulait pas porter de casquette ou pas. Mais en tout cas, cette histoire de casquette qui avait fait énormément de bruit, notamment le match contre Rory, qui avait été avec le caddie de Patrick Cantlay. Ouais. Bon, parfait. Messieurs, ce que je vous propose, c'est maintenant déjà et de vous poser une petite question déjà pour savoir si vous... Non, excusez-moi, on va pas poser de petite question. On va la refaire. Voilà. On va pas poser de petite question. J'étais en train de regarder en l'air et après, non, on va pas poser une petite question. On va poser les 5 questions que j'ai à vous poser par rapport au quiz pour savoir si vous connaissez parfaitement votre Ryder Cup, messieurs. Je crois que bizarrement, je vais revoir la connexion Internet là. Tu vas la revoir, tu es certain. Alors, pour revenir à nos questions. Première question. Qui, dans l'histoire de la Ryder Cup, a le plus de victoires en individuel ? Ça, je dirais Garcia. Moi. Ouais, je vais dire comme lui aussi. Comme lui aussi ? Ouais. Bonne réponse. Garcia qui a 25 victoires en son actif, avec au total 28,5 points. Je t'ai sorti le tout pile de Jean-Luc Reichmann. Je devrais avoir un cadeau.
Exactement. On a derrière, par exemple, à égalité, Bernard Langer et Lee Westwood qui ont 21 victoires. Et ensuite, derrière, côté US, c'est Billy Casper qui a 20 victoires. Ah, Billy Casper. D'accord. C'est vrai qu'on n'aurait pas trouvé, j'aurais dit, qui a eu le plus de points de victoires côté américain. Je pense qu'on n'aurait pas été bon sur ça. Deuxième question. Quel est le joueur qui a eu le plus de participation en Ryder Cup? Je vais tellement être nul, moi, sur ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'éditions qui ont été faites à une période où on ne suivait pas le golf. Moi, je vais tenter Faldo. Faldo, c'est un beau nom, ça. Moi, je dirais Faldo ou Westwood ou Montgomery, tu vois. Ou Langer, tiens, je vais tenter Langer. Alors, on peut parler de double, hein, européen-américain confondu. Ah, c'est américain et... Alors, Tom Watson. Tom Watson, ok. Bah, moi, je reste sur Faldo. Ça a été ma première, même si... La syllabe commençait bien, Sébastien. Nikos Phil Mickelson. Phil Mickelson. 12 ouais. participations. 12 participations en Ryder Cup, Phil Mickelson. Il y en a eu quelques-uns qui en ont fait 11, mais Phil Mickelson est à 12 participations. Oh la vache. Ouais. C'est beau. Ouais, je pense pas qu'il y en aura une 13e. Après, on ne dit pas jamais, mais à mon avis... Ça paraît compliqué, ouais. Je crois, d'ailleurs, des histoires de Ryder Cup, est-ce qu'il y a déjà... non, forcément, à mon avis, alors pas de l'ère moderne, hein, mais un joueur de plus de 50 ans qui a été sélectionné, à mon avis, depuis la vraie Ryder Cup, excuse-moi, depuis 1979. Est-ce qu'il y a vraiment... ça, c'est une bonne question. Ouais. Mais il était à Paris, Mickelson, donc 2018... C'était il y a 7 ans, ouais, non, il devait encore avoir moins de 50. Non, il devait moins 50, c'est pour ça, parce que là, je pense que ça fait un an ou 2 ans maintenant qu'il peut jouer sur le Senior Tour, sur le Champions Tour, pardon. Donc, un peu plus, mais il est parti sur le livre. Ouais. Alors, au niveau des victoires en équipe, combien de victoires a l'équipe américaine, sachant que c'est elle qui a gagné le plus de victoires dans l'histoire de la Ryder Cup. Depuis le début, depuis genre 1927 ? Oui. Tu peux nous dire combien il y a eu d'éditions ou pas ? Au total, il y a eu 41... Non, il y a un peu plus de 41 éditions, parce que là, je parle de victoires et je ne parle pas des matchs nuls. Sachant que je pense qu'il y a eu 2 ou 3 matchs nuls, quelque chose comme ça. On doit être pas loin de toute façon de 50 éditions parce qu'on est presque à 100 ans. Ouais, mais il y a eu les guerres mondiales. Je crois qu'il y a eu 47 ou 48 éditions. Ouais, on doit être à 46-47. Et il y a une édition qui a été perdue aussi avec les attentats du 11 septembre, donc du coup reportée en 2002, et ensuite il y a eu redécalage à cause du Covid. Ouais, donc on est à 45. Donc ça veut dire que pour être en tête, il faut au moins en avoir gagné je dirais 23. 28. Ouais, je dirais 28. Allez, pour pas dire comme lui, je vais dire 29. Ah, c'était juste en dessous, Kevin. Ah, 27. 27 victoires mais pour j'aime les bien mettre États-Unis. au-dessus de Sébastien. 27 victoires pour les États-Unis et 14 pour les Européens. Ok. Prochaine question, victoire victoire la plus écrasante, avec le plus de points d'écart, sachant que depuis la création de la Ryder Cup. Ah. Bah ouais, mais ça change rien en fait, c'est depuis 79 vu qu'il y a plus de points en jeu. C'était la dernière aux États-Unis il y a 4 ans. Ça devait être 18,5 pour les Américains. 18,5 points d'écart, tu veux dire, entre non, eux, ils avaient 18,5 points, donc ça voudrait dire 9,5 pour les... Ça ferait 9 points d'écart, peut-être 9 points. Ouais, bah j'en ai aucune idée. 9 ou 8 points d'écart. Ouais, moi, je vais dire plus. Je vais dire 10 points d'écart. 10 points. 1967, c'était, messieurs, déjà 15 points d'écart. 23,5 pour les États-Unis contre 8,5 pour les Européens. Alors après, plus de points en jeu à ce moment-là, c'est bizarre vu qu'il y avait moins de matchs. Le nombre de matchs, je pense, c'était à partir de quand Mais c'est toi qui nous disais qu'il y avait. C'est pas depuis 79. Et là, c'est en quelle année ? Là, c'était en 1967. Oui, donc tu nous as menti. Ah oui, j'ai dû mentir, oui. Non, il y a dû avoir un petit truc là. J'ai dû déconner sur ça. Je sais pas ce qui s'est passé. N'écoutez pas cette bêtise. Hein. Donc surtout pas. Non, de l'ère moderne, en tout cas 2021, il y a eu 10 points d'écart en 2021, 19 pour les US et 9 10 pour points les. d'écart. Okay. Exactement. Et en 2004 et 2006, les Européens ont gagné avec 9 points d'écart également.
Et enfin, donc, depuis donc, 1979, donc depuis, on va appeler la véritable Ryder Cup où il y a au total 28 points en jeu, qui a le plus grand nombre de victoires à domicile. Donc depuis 1979. D'accord ? Sachant du coup qu'il y a eu quelque chose, je pense, comme il y a eu 14 éditions, il y a dû avoir 16 éditions, un truc comme ça. Ouais, je dirais que c'est l'Europe. Moi, Alors. je vais dire l'Europe aussi, ouais. Ok, et vous diriez combien dans ce cas de victoire à domicile? Ouais, sur leur nombre de victoires totales, Oui, exactement, depuis 1979. combien ils en ont gagné à domicile? Exactement, c'est ça. Donc tu comptes à peu près, à mon avis, 17 éditions, un truc comme ça. Allez, on va dire, je sais pas, aux alentours de 10, 11. 11. Seb? Ouais, moi, je vais dire 11. Alors, l'Europe et les États-Unis sont à égalité, avec 7 victoires chacune sur leur terre. D'accord. 7. Ouais, depuis Ok. 1979. Ouais, moi j'ai. Eh ben, T'as fini ton quiz? Oui, j'ai fini mon quiz, c'était un petit quiz. Allez, moi une dernière question. Quels sont les Français qui ont participé à une Ryder Cup? Jean Van de Velde, Victor Dubuisson et il en manque un. Et Thomas Levet, il l'a gagné en plus. Ouais. Et en quelle année? Jean, ça doit être la Ryder 99. Ouais, on sait Euh, pourquoi. Thomas, ça doit être 2004. Ouais, c'est l'année où il fait deuxième de l'US, je pense. Ouais, et Du British ou Non, mais US? British, le British, British. non, sa deuxième place au British, c'est à Murfield en 2002. Ah, c'est 2002. Ouais, à Murfield en 2002, c'est Els qui gagne. Ouais, c'est elle qui gagne. Mais ça doit être 2004, la Ryder de Thomas. Ouais, c'est ça. Et celle de Victor, ça doit être 2016. Non, c'est- Non, 14. Il n'était pas à 2014. médaille là, 2014. donc ça doit être 2014. 2014. Ouais. C'était l'année où il avait gagné la Turquie ou c'était l'année d'avant où il avait gagné la Turquie? Il a J'imagine gagné que deux c'est fois avant. déjà, donc... Non, mais j'imagine qu'il gagne juste avant. Vous êtes sûr ouais. des dates ou pas qu'on a sorti là? Ouais, c'est ça. 99, 2004, 2014. Ouais. Je crois qu'il gagne l'année où ça commence pour les sélectifs. Tu vois, enfin, ça devait commencer en septembre et il gagne en fin d'année. Donc c'est l'année d'après qu'il joue. Il a dû gagner en 2013. Je te dis ça vraiment de souvenir. Mais il a fait une très belle Ryder Cup d'ailleurs avec chaperonné par Graham McDowell. Graham McDowell. Très belle Ryder Cup de Monsieur Ouais. Victor Dubuisson. Capitaine Paul McGinley. Exactement. Bon bah très bien les gars. Et bah super. Et moi, petite question quand même. Pronostic. Ah, pronostic. Bah attends, est-ce que vous voulez pas qu'on fasse un petit jeu concours? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait jeu concours. Là, on va essayer Ouais. d'organiser ça. On va Tu faire balances un jeu concours comme ça là. Comme ouais, ça, jeu qui sort de concours nulle part. comme ça, avec un petit pronostic. Donc, bon, évidemment, qui gagne, donc Europe ou USA, et les points. Les points, donc Et on sur les fait, réseaux sociaux. cadeau pour celui ou celle ou ceux qui ceux ou Bah, ça celles sera qui, ça sera tiré au sort dans tous ceux qui ont dit le bon résultat. Ouais, parce qu'on Ok. on va trouver un beau cadeau. On vous Ouais, le dit un pas beau tout de suite, cadeau on en va rapport avec réfléchir. la Ryder. Parce que toi, t'arrives, Kevin, t'annonces comme ça cadeau, même pas préparé et tout. Non, donc, mais moi, je suis comme ça, je suis généreux. Tu vois. Bah, tu sais quoi, Moi, voilà, je- tu vas être très. Moi, je veux participer au jeu concours, vu que je sais pas ce que tu vas offrir, Kevin. donc, je veux participer. Donc, moi, je vais dire Europe. 15,5, 12,5. Moi, je vais dire États-Unis 16 à 12. Et moi, je vais dire égalité. Voilà. Égalité. Le zéro. voyage- Le c'est un fameux zéro voyage- de la roulette. C'est un voyage en Suisse ou quoi que tu proposes là? Alors, les gars, nous, s'il y en a un qui. On le fait comme ça, s'il y en a un qui gagne, restaurant étoilé. Pour nos amis suisses qui nous écoutent, c'était par rapport à la neutralité. Hein, c'était rien de méchant. D'accord, les deux invitent le gagnant dans un petit restaurant étoilé. On reste sur une étoile, d'accord. Ok. Ok, très Ok. bien. Ça vous Très va bien. Très bien. Et, Moi, il y a un hôtel une étoile à côté de chez moi. C'est bon ou pas? Le camping des Flou Blous, c'est ça. C'est son voisin.
Donc soyez vigilants, on va lancer dans les prochains jours, on va organiser ça là, un petit concours sur les réseaux. Il y aura évidemment le concours, il faudra s'abonner, etc., partager, mais en même temps, il faudra donner la team qui gagne et avec le bon pronostic, et les vainqueurs seront tirés au sort avec ceux qui ont le bon pronostic. Vous avez bien évidemment jusqu'à la veille du premier jour de la Ryder Cup pour participer. Nous serons vigilants vis-à-vis de la date, bien évidemment, et vous pouvez nous envoyer ça du coup par mail. On va également de toute façon créer un petit concours, mais si vous voulez déjà nous envoyer un mail ou sur les réseaux sociaux envoyer votre réponse, il n'y a pas de souci, nous l'enregistrerons. Le mieux c'est de le faire sur le post quand même. Bien sûr, bien sûr. Post derrière, c'est pour qu'on s'y retrouve, donc ça sera que sur le post. Allez, pour ceux qui veulent faire par mail parce qu'ils n'ont pas les réseaux sociaux, on accepte. Et juste une seule réponse, et excusez-moi, parce que j'en vois certains envoyer 25 réponses, s'il vous plaît, attention. Il faut tout prévoir. Nous aurons un huissier de justice qui sera présent. Maître Capello qui sera avec nous après les 7 péchés capitaux avec Julien Courbet. Ouais. Bon, super épisode sur la Ryder Cup, ça fait du bien de se faire un petit rappel, de connaître l'histoire aussi et d'échanger autour de cet événement majeur, cet événement où chaque joueur professionnel qui décide de faire du golf son métier souhaite faire la Ryder Cup, du moins je l'espère, sinon c'est un peu triste quand même. Donc je pense qu'on a tous hâte d'être devant nos écrans d'ici quelques jours pour observer cette belle rencontre. Il va falloir se coucher tard, très tard du coup, parce qu'on va avoir un petit peu de décalage. Mais en tout cas, on a tous 6 hâte. heures, ça devrait aller quand même 6 heures. Normalement, c'est 6 heures avec New York à peu près. Ça devrait aller. Ouais, c'est plus simple dans ce sens-là, parce que si effectivement c'est dans un pays, mais on a moins de chances d'être dans un pays où on doit se lever extrêmement tôt pour regarder la Ryder Cup, ça serait plus dans ce côté-là, donc tout va bien. Bon, et si les épisodes sur le putting, pardonnez ma vulgarité, vous font chier, il faut blâmer Antoine. Et si les épisodes historiques comme le Masters ou la Ryder Cup vous font chier, il faut me blâmer moi. Parce que c'est moi qui ai beaucoup insisté pour qu'on fasse un épisode sur la Ryder Cup. Et si tous les épisodes vous blâment, vous voyez Kevin, d'accord, c'est lui qui gère ça. Et tous les autres c'est épisodes l'idée des vous blâmez. golfeurs, vous aimez pas. Voilà, et dès que vous aimez pas, c'est Kevin qui a choisi. Ouais. Voilà. Il n'y a aucun problème sur ça. Bon, messieurs, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous pour votre écoute. Et Kevin qui lève le doigt. Donc, c'est la rentrée. Kevin, tu lèves le doigt, tu as une question? Un grand merci à Wally Clubmaker. Mais non, mais j'allais je croyais que j'anticipais, que tu avais oublié. Voilà. Non, je n'avais pas oublié. Mais j'ai levé le doigt, tu vois. Puisque tu as l'air extrêmement pressé c'est parce que c'est ton premier jour de classe. Oui, donc, tu as le réflexe de lever le doigt. Exactement. Ouais. Donc, je suis venu avec mon cartable d'ailleurs. Comme tu es le premier à lever le doigt, Kevin, allons-y pour remercier nos sponsors. Un grand merci à Wally Clubmaker pour toute son aide sur les réseaux sociaux, les montages, tous les clips vidéo. Et vous pouvez retrouver tout votre matos préféré chez eux, vos fittings. Un grand merci à Golf Planet, média digital 100% gratuit sur lequel vous pourrez absolument suivre toutes les histoires, les anecdotes, absolument toutes les infos sur la Ryder Cup, mais que vous pouvez aussi utiliser pour regarder absolument les news de golf toute l'année grâce à l'application et à la newsletter à laquelle il suffit de vous inscrire pour recevoir ça tous les lundis matins. Et un grand merci à Callaway, présent depuis le début de notre aventure. Retrouvez toutes les nouveautés sur le site internet, les balles, les gants, les drivers, les sandwedges, aussi les putters. Il faut parler aussi d'Odyssey. Odyssey est rattaché à Callaway. Voilà, tout simplement. Sébastien, comment on fait pour nous contacter d'ailleurs ? Déjà, moi je remercie toujours mes 2 acolytes et mes 2 tontons préférés, Kevin et Antoine. Merci pour cet épisode et d'avoir accordé mon caprice de l'épisode Ryder Cup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Comme le dit Antoine, pour pouvoir nous contacter, vous pouvez le faire sur tous les différents réseaux sociaux puisqu'on est partout. Vous pouvez aussi le faire via email, ou courriel, devrais-je dire. Donc, lestonsgolfeurs@gmail.com. On prend toujours le temps de répondre à tout le monde sur les commentaires, les mails, les messages. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à partager nos épisodes, à les noter si vous les avez trouvés sympas. Et puis, on relaie toujours vos bons commentaires et vos remarques. Merci les gars, merci à tout le monde. Merci à tous. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. Salut. À plus. Ciao, ciao.